Le monde arabe sous le feu de la République islamique, du Koweït à Bahreïn en passant par les Émirats arabes unis. Et que dit le monde occidental? Pas grand-chose, mais le Moyen-Orient a beaucoup à dire à ce sujet, et nous allons en parler ici même dans Our Middle East. Khalid, c'est une situation vraiment explosive au Moyen-Orient, et les gens ne savent pas vraiment quoi penser du fait que l'Iran bombarde ses voisins arabes à un degré bien plus élevé qu'il ne s'en prend à Israël. Avec Israël, ils savent qu'ils seront détruits. Les États-Unis, ils ne savent pas quoi penser. Ensuite, vous avez justement fait remarquer que personne n'y prête attention et que personne n'en parle. Et je fais référence aux attaques de l'Iran contre les alliés arabes pro-occidentaux de l'Amérique. C'est ce silence qui encourage le régime iranien et lui permet de continuer ainsi. C'est devenu normal pour nous de nous réveiller le matin et d'entendre, vous savez, Bahreïn a été bombardé, le Koweït a été bombardé, les Émirats arabes unis ont été frappés par des drones et l'Arabie saoudite aussi. Et c'est presque comme si, vous savez, c'était quelque chose de normal et que c'était accepté. Cela ne devrait pas être accepté, c'est mal. Ce sont les alliés arabes de l'Amérique. Et chaque attaque contre eux, contre chacun de ces pays, sape encore davantage la crédibilité américaine au Moyen-Orient. Et la bonne nouvelle, c'est que cela renforce la position d'Israël, car c'est exactement ce qu'Israël affirme. Aucun accord avec le régime iranien ne peut apporter la stabilité au Moyen-Orient. Le régime iranien est très dangereux. Il représente une menace non seulement pour Israël, mais aussi pour l'Amérique, pour les États-Unis d'Amérique et pour les alliés arabes de l'Amérique. Et maintenant, tout ce qu'Israël peut faire, c'est simplement rester à regarder et espérer que la communauté internationale, en particulier l'administration Trump, se réveillera et verra que ce régime est un régime très dangereux. C'est un régime très déterminé. C'est un régime qui est déterminé à atteindre son objectif. C'est un régime qui se sent victorieux. C'est un régime qui a le sentiment d'avoir vaincu les États-Unis d'Amérique et le reste du monde après la guerre récente. Et cela est très dangereux. Khalid, n'est-ce pas extraordinaire qu'il y ait plusieurs millions de musulmans et plus d'1 million d'Arabes qui vivent aux États-Unis? Vous ne voyez rien, aucune manifestation, aucune protestation, aucune indignation dans la rue arabo-musulmane aux États-Unis lorsque des États arabo-musulmans sont frappés par le régime extrémiste chiite perse. C'est aussi un point intéressant. Alors ce n'est pas que ces Arabes et musulmans vivant aux États-Unis et en Occident ne se soucient pas de leur pays. Ils ne se soucient pas de leur régime. Ils ne s'identifient pas au régime. Et ironiquement, ils s'opposent à l'approche pro-occidentale du régime. Ils s'opposent ou n'aiment pas le fait que ces régimes soient affiliés aux États-Unis d'Amérique, là où ils vivent. Et cela a toujours été l'une des grandes ironies de toute cette situation. Vous constatez que beaucoup de ces Arabes et Américains sont installés là-bas. Ils ont fui leur pays. Ils ont immigré de leur pays à cause de graves difficultés économiques, à cause de la dictature, à cause du manque de liberté de la presse, à cause du manque de démocratie. Mais lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis d'Amérique, ils s'en fichent. Ils ne font rien pour promouvoir la démocratie, la liberté d'expression et la liberté des médias dans leur propre pays, et ils restent simplement neutres. Et pire encore, comme je l'ai mentionné, ils deviennent même extrémistes dans de nombreux cas. Et ils s'opposent au fait que leurs dirigeants et leur gouvernement soient pro-occidentaux. Et c'est quelque chose, comme vous le savez, c'est un très bon point que vous avez soulevé. Et je pense que, vous savez, il est temps pour nous de nous réveiller. Cela devrait être un signal d'alarme. Pourquoi est-ce que les seules manifestations que nous voyons sur les campus et dans d'autres endroits aux États-Unis, organisées par des Arabes, des Américains, des musulmans et d'autres, pourquoi ces manifestations sont-elles uniquement dirigées contre Israël? Pourquoi personne ne s'exprime? Je ne vois aucune véritable manifestation pro-iranienne ou anti-iranienne là-bas. Je ne vois pas de nationalistes koweïtiens vivant aux États-Unis exprimant leurs inquiétudes. Je ne vois pas de personnes du Golfe s'exprimer. Mais enfin, il y a quelques personnes, mais on ne le voit pas à grande échelle. Ces pays sont attaqués et il est temps que l'administration Trump et d'autres aux États-Unis réalisent qu'il s'agit d'attaques très dangereuses contre les alliés de l'Amérique, contre les alliés arabes et musulmans de l'Amérique au Moyen-Orient. Et si nous laissons le régime iranien s'en tirer,
Cela envoie un message au régime iranien et à son réseau de groupes terroristes supplétifs que c'est acceptable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les États-Unis sont trop faibles. Israël n'interviendra pas. Personne ne viendra vous aider. Vous savez, l'Occident ne comprend tout simplement pas ce que le Moyen-Orient comprend très bien. Et c'est que le régime iranien est en train de gagner en ce moment. Ils gagnent parce qu'ils ont survécu face à deux grandes puissances, la principale puissance régionale, Israël, et la principale puissance mondiale, les États-Unis, avec une puissance aérienne et navale sans précédent. Et ils ont survécu. Le régime est toujours intact. Maintenant, nous ne savons pas si Mojtaba Khamenei est vivant ou mort. Il y a des signes qu'il n'est pas en vie. Et le plus récent, d'ailleurs, qui m'a été partagé hier lors d'un appel téléphonique en aparté avec le docteur Harold Rode, l'un des grands experts de la culture islamique, qui m'a indiqué que lors des funérailles à Téhéran, il est d'usage que le fils du défunt écrive une lettre ou qu'il adresse une lettre à son père. Et il n'était pas là. Eh bien, ils ont dit à Téhéran que Mustapha n'était pas là parce qu'il y avait une menace contre sa vie. Cela soulève vraiment beaucoup de questions sur le fait de savoir si le fils de l'ayatollah, de l'ancien ayatollah, est réellement vivant ou mort. Et en fait, le CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique, cette mafia militaire, cette mafia idéologiquement extrême, est au pouvoir. Mais le régime, en fin de compte, tient toujours. Ils ont des armes. Ils disposent de capacités de guerre asymétriques. Ils possèdent le réseau terroriste international le plus développé. Et, à tout point de vue, ils sont toujours debout et continuent de se battre. Et à mon avis, sur de nombreux fronts, ils sont en train de gagner. Tu sais, Dan, toute cette discussion sur Mujtaba Khamenei, vivant ou mort, me semble sans importance. Ça n'a vraiment aucune importance. Son père est mort et le régime est toujours là. Et qu'il soit mort ou vivant, ça ne va pas changer grand-chose. Ce n'est pas une question personnelle. Ce n'est pas à propos de Mujtaba ou d'Ali, son père. Il s'agit d'un régime qui existe depuis près de 50 ans profondément enraciné, avec des racines très solides dans la culture iranienne, dans la politique iranienne. C'est là-bas, et c'est une idéologie très forte. Vous pouvez tuer Ali Khamenei, vous pouvez tuer son fils, cela n'a pas vraiment d'importance parce que le régime, les fondations sont là-bas, et c'est très important. Donc je pense que, vous savez, toute cette discussion est vraiment hors de propos. Ça n'a pas d'importance et ça ne va rien changer. Même s'ils annoncent demain matin que Mujtaba Khamenei est parti, pensez-vous que, vous savez, la direction iranienne va se réveiller et dire maintenant nous devons changer d'approche. Mujtaba est parti. Nous devons reconnaître le droit d'Israël à exister. Maintenant, nous allons abandonner nos supplétifs. Maintenant, nous allons adopter une position conciliante envers les Américains. Rien ne va changer. Je ne cesse de le dire, vous savez, cela fait de nombreuses années que je le dis. Pour le régime iranien et ses supplétifs terroristes, il ne s'agit pas de dirigeants en tant qu'individus. Ce n'est pas une question de, vous savez, ils ne se focalisent pas sur les dirigeants, ils ne les idolâtrent pas. Un dirigeant part, un autre arrive. Le régime reste, l'idée reste, l'idéologie reste. Nous l'avons vu avec le Hamas. Je veux dire, Israël a assassiné la plupart des dirigeants du Hamas. Est-ce que cela a changé le Hamas? Non. Beaucoup de dirigeants du Hezbollah, y compris Hassan Nasrallah, ont été tués. Est-ce que cela a changé quelque chose? Ça ne va rien changer. Alors arrêtons toute cette discussion sur le fait de savoir si, vous savez, Mujtaba est vivant ou mort et quelles en sont les implications. Rien ne va changer. Et je pense que, vous savez, c'est comme ça qu'on devrait aborder toute cette idée. Et je pense que, vous savez, le fait même de négocier avec un tel régime, simplement négocier avec un tel régime, c'est une victoire pour le régime. Dès que vous commencez à négocier, cela signifie qu'ils sont légitimes. C'est, d'abord, vous les légitimez. Et deuxièmement, c'est un aveu que vous avez échoué à atteindre vos objectifs sur le champ de bataille. Vous avez finalement été forcé de venir à la table des négociations parce que vous, l'Amérique et Israël, vous êtes allés en guerre pour détruire ce régime, pour détruire ses capacités militaires, pour l'empêcher d'acquérir des armes nucléaires. Et au final, vous n'y êtes pas parvenu. Donc vous êtes maintenant forcé non seulement de négocier, mais aussi de signer un accord? Et faiblesse, faiblesse. Absolument. C'est ce que les Occidentaux ne comprennent pas,
que dès que vous abandonnez l'option militaire et que vous passez aux négociations, c'est à ce moment-là qu'ils ont gagné. Arrête de me dire que tu as détruit la marine iranienne. Arrête de me dire que tu as détruit la plupart de leurs missiles balistiques. Arrête, arrête, arrête. Ça ne compte pas. Le régime iranien a gagné. Ces groupes terroristes mandataires ont gagné, mais je ne dis pas qu'ils sont invincibles. Je dis simplement qu'avec cette approche de, vous savez, la carotte et le bâton, et parfois négocier avec eux, puis, vous savez, ne pas négocier avec eux, puis suspendre les négociations, puis dire, vous savez, qu'ils sont des menteurs, des salauds et des ordures, et la politique doit être claire. Il faut être ferme, il faut être cohérent, et ne pas nous dire le matin que, vous savez, on pourrait parvenir à un accord. Et à la fin de la journée ou le soir, nous dire que, vous savez, ce sont des menteurs et des ordures. Vous parlez de ce que c'était pour les Américains. C'est un message pour eux. C'est un message aux Américains. Vous devez être cohérent dans la façon dont vous traitez avec ce régime. Vous ne pouvez pas, vous savez, tenir un double discours. Ça ne marche pas. Écoutez, je veux dire, prenez exemple sur le régime iranien. Inspirez-vous des Arabes, ils sont clairs. Ils sont clairs, cohérents et constants dans leur message. Et, vous savez, ils disent simplement les choses telles qu'elles sont. Et je pense que c'est là que l'administration Trump, les Américains et d'autres commettent une erreur. Vous devez être très clair, très ferme et le rendre, vous savez, évident. Voici nos objectifs, voici nos exigences. Acceptez-les. Nous, vous savez, nous concluons un accord avec vous. Vous ne les acceptez pas. C'est la guerre jusqu'à ce que nous vous détruisions. C'est comme ça que ça doit être. C'est tout. Je ne vois pas d'autre option. Vous savez, que devons-nous penser du dégoût du monde arabe, franchement, envers la République islamique quand il s'agit de leur soutien discret à Israël? Est-ce le moment pour Israël? Il semble qu'aujourd'hui, Israël soit vraiment considéré discrètement par nos voisins arabes comme l'acteur le plus fort du Moyen-Orient. Et il me semble qu'il y a ici des opportunités de tendre la main discrètement. Je pense que les accords d'Abraham, d'une part, étaient une réussite majeure pour deux raisons. Premièrement, ils étaient publics. Et le fait que des États arabes sortent publiquement, quelles que soient les circonstances, et signent un accord avec Israël, c'est une chose. La deuxième réussite des accords d'Abraham, c'est qu'ils existent même entre les États arabes eux-mêmes, parce que nous savons que les États arabes, entre eux, les relations interarabes, des tensions et des désaccords. Et même pire que cela, c'est parfois aussi mauvais, voire pire, que leurs sentiments traditionnels envers Israël. Je suis d'accord, Dan. Il y a des opportunités ici. Beaucoup de gens dans le Golfe, je pense que cette réflexion a commencé il y a un certain temps. Ce n'est pas nouveau. Beaucoup de gens dans le Golfe commencent à réaliser que, vous savez, le véritable ennemi, c'est l'Iran, pas Israël. Et à partir de là, cela ouvre la porte à des opportunités d'établir des relations pour la coordination sécuritaire, la coopération économique et la normalisation entre Israël et davantage de pays. Nous espérions tous que l'Arabie saoudite rejoindrait les accords d'Abraham. Elle ne l'a pas encore fait, mais je crois toujours qu'il y a une opportunité là-bas. Beaucoup de gens dans le Golfe se sentent menacés en ce moment. Ils se sentent vulnérables. Et vous savez, leur sentiment n'est pas injustifié d'ailleurs. Je peux les comprendre. Nous pouvons tous les comprendre. Ils regardent autour d'eux et constatent que personne ne vient les protéger. D'accord, l'Amérique a, vous savez, cette grande présence militaire américaine dans la région, mais ce n'est pas suffisant. Ils considèrent Israël comme un acteur très puissant, comme vous l'avez dit, au Moyen-Orient, un pays sur lequel on peut compter. Et je pense que quelque chose de bon sortira de tout cela, que vous verrez une expansion des accords d'Abraham, mais cela prendra du temps. Si vous voulez renforcer le processus de paix au Moyen-Orient, si vous voulez élargir les accords d'Abraham, vous devez saper et détruire les ennemis de la paix. Ceux qui vous disent ouvertement « Je vais faire échouer la normalisation entre les Arabes et Israël ». Ceux qui vous disent « Je ne reconnais pas le droit d'Israël à exister ». Ceux qui vous disent « Nous n'acceptons aucun accord de paix avec Israël. Il n'y a pas de place pour Israël au Moyen-Orient. » Donc, voici l'équation. Vous affaiblissez, vous détruisez le camp hostile à la paix et cela renforcera le camp favorable à la paix dans le monde arabe et musulman. C'est ainsi que les Américains et les Européens devraient le voir, c'est simple.
Et Khalid, qu'en est-il de l'Alliance de sécurité d'Abraham? Qu'est-ce que c'est? En juillet 2024, le Premier ministre Netanyahou a pris la parole devant le Congrès réuni en séance conjointe et il a rencontré, après avoir demandé à Yechiel Leider, qui à l'époque n'était pas encore ambassadeur mais qui allait le devenir, de se lever. Il s'est assis et il a parlé de repenser l'architecture de sécurité régionale du Moyen-Orient. Et il a dit qu'Israël joue un rôle important dans la création de ce qu'il a appelé l'Alliance de sécurité d'Abraham, qui aujourd'hui, 3 ans plus tard, se manifeste dans des négociations directes avec le président Youssef Aoun du Liban. Une situation en Syrie, malgré la subversion turque et les menaces pour la région, mais une meilleure situation pour le moment en Syrie. Les Émirats arabes unis, des relations excellentes comparées, depuis plusieurs années, mais certainement d'excellentes relations. Des possibilités avec l'Arabie saoudite, le Maroc. Voyez-vous la possibilité que la vision de Netanyahou à l'époque, qui était de créer une nouvelle architecture de sécurité que l'on pourrait appeler l'Alliance de sécurité d'Abraham face aux Chinois, face aux Russes et face au régime iranien, puisse se réaliser? Tout d'abord, je crois qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses. On parle de coopération et d'alliance sécuritaire, mais je pense qu'il y a plus. Je pense que d'autres pays sans relations diplomatiques avec Israël sont aussi impliqués, ce qui est une bonne nouvelle. Comment pouvons-nous rendre cela public? Parce que si vous rendez ces choses publiques, cela entraînera d'autres à s'y joindre, et c'est très bien. Cela enverra un message positif aux autres, qu'il est normal de travailler avec Israël. Israël est un partenaire, pas un ennemi. Voyons comment cela évoluera, mais je pense que c'est un développement très positif. C'est quelque chose qui existe vraiment. Et ironiquement, je veux dire, nous devons remercier le régime iranien et son réseau de terreur d'avoir rassemblé tout le monde, oui, pour avoir rapproché de nombreux Arabes et musulmans d'Israël et pour avoir contribué à forger cette sécurité. Mais je pense que c'est plus que de la sécurité, cela touche même à l'économie. C'est le partage de renseignements. Il y a beaucoup de choses qui se passent et comme je l'ai dit, c'est quelque chose de positif. Mais pour que cela réussisse, comme je l'ai dit, il faut une position très ferme des Américains et des Européens contre le régime iranien et contre son réseau de supplétifs. Donc si vous voulez voir cette alliance, que j'appelle d'ailleurs une alliance sacrée, c'est une très bonne alliance. Cette alliance est nécessaire au Moyen-Orient pour la stabilité et la sécurité. Si vous voulez que cette alliance devienne plus forte et qu'elle devienne publique un jour, vous avez besoin du soutien, surtout des États-Unis d'Amérique. Je ne vais pas parler des Européens maintenant. Je les mentionne en parlant généralement de l'Occident. Et aujourd'hui, il est très important de voir comment l'administration Trump ou l'administration américaine gère toute cette situation. Arrêtez d'envoyer des messages de faiblesse. Tapez du poing sur la table. Arrêtez de faire des concessions. Soyez très ferme. C'est la seule façon de traiter avec ces djihadistes. Il n'y a aucune différence entre le régime iranien, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, Al-Qaïda et Daesh. Je les mets tous dans le même panier. Ils sont tous très dangereux. Ils sont tous très attachés à une idéologie très dangereuse. Et ils partagent tous le même objectif, qui est d'éliminer Israël et de le remplacer par un État islamiste. Et ça commence avec Israël et ça s'étend à d'autres pays. C'est ce que les Occidentaux ne comprennent pas. Les ennemis d'Israël sont aussi les ennemis de l'Amérique et de l'Occident. Il est intéressant de noter que si l'on prend ce que vous dites, il n'y a pas de grande différence stratégique entre ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, qui est en réalité une nouvelle façade du Fatah. Le Fatah, bien sûr, était la principale faction de l'Organisation de libération de la Palestine. L'OLP, qui a en fait signé le soi-disant accord de paix en 1993, qui était essentiellement un accord cadre entre Israël et l'OLP. Mais ce que vous dites, c'est que stratégiquement, en laissant de côté certaines différences tactiques violentes entre ces approches, elles sont toutes essentiellement sur la même longueur d'onde. À qui faites-vous référence? Eh bien, Je veux dire, donc si vous regardez quelqu'un comme Mahmoud Abbas, 91 ans, l'Occident le qualifie d'homme de paix. Il n'appelle pas aux attentats suicides, mais il dit que le sang d'Al-Aqsa sera vengé et qu'ils combattront les Juifs. Cela signifie le même langage qu'utilisait Hajj Amin al-Husseini au tournant du siècle jusqu'aux années 1930 lorsqu'il était à Berlin avec les nazis.
Donc, je pense que l'Occident se berce d'illusions en pensant que si, leurs homologues portent des costumes et des cravates Brooks Brothers et ne parlent pas, ou ressemblent à Abu Muhammad al-Jolani, ou Oussama Ben Laden, ou Ali Khamenei, alors ils sont vraiment des gens de paix. C'est là que la stratégie palestinienne a toujours été très efficace. Vous dites aux Occidentaux ce qu'ils aiment entendre et les Occidentaux vous accueillent immédiatement à bras ouverts, ouvrent leurs poches et leurs portefeuilles et disent « Voici de l'argent ». L'autorité palestinienne n'est pas différente. Yasser Arafat a utilisé cette ruse. Il a compris que si vous dites les bonnes choses aux Américains et aux Européens, vous savez, vos coffres en banque vont « Oui, C'est bon pour les affaires. Oui, c'est très bon pour les affaires. » Et en effet, vous savez, il est devenu l'un des Palestiniens les plus riches au monde, si ce n'est l'un des Arabes les plus riches. Et Mahmoud Abbas suit cette voie. Mais il y a 2 points importants ici. L'autorité palestinienne aujourd'hui est largement marginale. Personne ne les prend au sérieux. Ils sont très faibles. Ils sont, enfin très corrompus. Désolé, ils sont très corrompus et ils sont presque en faillite. Financièrement, ils ne paient pas. c'est parce que les pays européens et l'Amérique ont arrêté leur paiement annuel. À cause des paiements versés aux familles des prisonniers et de la politique de payer pour tuer, Oui, la prime pour tuer et tout ça. Mais comme je l'ai dit, l'autorité palestinienne est très faible. Elle est insignifiante. Personne ne la prend au sérieux. La plupart des Palestiniens veulent que Mahmoud Abbas démissionne. Ils ne sont pas vus comme une alternative crédible au Hamas, qui reste populaire en raison de la corruption et de la mauvaise gestion de l'autorité palestinienne. Ça a toujours été le cas, mais les Occidentaux ne veulent pas écouter. L'hypothèse en Occident, c'est que, eh bien, si Mahmoud Abbas n'est pas impliqué dans le terrorisme et qu'il dit les bonnes choses, alors vous savez, c'est super. C'est un partenaire pour la paix. Non, ce n'est pas un partenaire pour la paix. Tout d'abord, parce qu'il n'a pas de crédibilité auprès de son propre peuple. Il a 91 ans, il en est à sa 21e année d'un mandat de 4 ans, il a été élu en janvier 2005. Il est toujours là. Maintenant, il prépare son fils à lui succéder, Yasser Abbas. Et deuxièmement, je veux dire, Mahmoud Abbas, d'accord, il dit de belles choses en anglais, mais en arabe, le message est complètement différent. Le message en arabe venant de Mahmoud Abbas, de l'autorité palestinienne, des médias de l'autorité palestinienne et des autres dirigeants est très négatif. On continue de considérer Israël comme un ennemi. Israël n'est pas présenté comme un partenaire potentiel pour la paix. Je ne dis pas qu'on ne peut pas critiquer Israël, mais ce que font l'autorité palestinienne et d'autres, c'est délégitimer Israël et diaboliser les Juifs à un point tel que l'autorité palestinienne ne peut même plus être vue en train de parler à un Israélien. Nous restons coincés dans ce cercle vicieux. Il y avait une nouvelle membre élue du Conseil révolutionnaire palestinien qui se trouve être la fille de Saeb Erekat, le négociateur. Ancien négociateur, je veux dire, elle a commis un grand crime aux yeux de nombreux Palestiniens récemment. Elle a dit, pour promouvoir le récit palestinien, « Je pense que nous devrions adresser nos messages au public israélien. » Et maintenant, elle est accusée de promouvoir la normalisation. On l'accuse d'être une traîtresse. Certaines personnes demandent qu'elle soit envoyée en prison. Elle devrait être arrêtée. Et tout ce qu'elle a fait, c'est dire que peut-être nous devrions nous adresser au public israélien. Elle n'a jamais dit, vous savez, je veux faire des concessions. Elle n'a jamais dit, je crois au droit d'Israël d'exister. En fait, elle a dit quelque chose qui est, vous savez, bon pour les Palestiniens. Parlons directement au public israélien. Il n'y a rien de mal à vouloir convaincre, parce que nous devons les persuader. Cela montre simplement à quel point l'histoire palestinienne a été radicalisée. Et qui est responsable de cela? Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne. Ils ne changent pas leur discours. La rhétorique est vraiment, vraiment mauvaise. C'est très anti-Israël. Et c'est cela qui pousse, au bout du compte, les Palestiniens dans les bras du Hamas et des djihadistes. oui, c'est vraiment une leçon sur les cultures du Moyen-Orient dont nous parlons ici. Nous revenons maintenant au dossier iranien. Il semble vraiment qu'il n'y ait pas d'autre option que de détruire, de démanteler le régime de la République islamique. Trump est en train de le faire maintenant en attaquant les ports le long du golfe Persique, le détroit d'Ormuz, le golfe d'Oman.
Si vous regardez les attaques contre le port de Bandar Abbas, Boucher, tout cela, et encore 6 autres points environ. Il veut les étrangler économiquement ainsi que militairement et les empêcher de mener une véritable action contre le Détroit. Donc, je pense qu'on pourrait l'appeler la stratégie de Trump sur le Détroit, si vous voulez. Selon vous, quelle efficacité cela peut-il avoir après ce qui s'est déjà passé? La marine a déjà été réduite en miettes par les bombardements. Ils ont bombardé le peu qu'il y avait comme force aérienne, mais le régime tient toujours. Est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment possible de les étouffer, de les étrangler économiquement au point de provoquer une implosion ou un effondrement interne? Écoute, Dan, je pense que tu sais, je ne suis pas un stratège militaire ni un expert. Tu peux détruire la marine, tu peux détruire autant de bases militaires que tu veux. Au bout du compte, cela va prendre du temps et la seule façon de provoquer un changement de régime, c'est d'affaiblir le régime au point que les Iraniens ordinaires se sentent suffisamment confiants pour se soulever contre ce régime. C'est la seule façon. Tu veux que les Iraniens prennent le contrôle. Donc je pense que, tu sais, d'accord, tu es en train de détruire leur capacité militaire. Il faut renforcer les sanctions économiques contre eux, mais cela prend du temps. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois toujours pas, tu sais, de forces locales se manifester et dire qu'elles veulent, tu sais, se soulever contre ce régime, qu'elles veulent organiser un coup d'État. Il n'y a aucun signe de cela. Et cela m'inquiète. Les Kurdes étaient prêts à le faire, mais ce que je comprends, c'est que les Américains ont exercé des pressions à cause des Turcs pour faire capoter toute l'initiative. Cela se passait en fait dans le nord de l'Irak, dans les zones autonomes kurdes, et il y avait des milliers de Kurdes armés à la frontière irano-irakienne. Ils étaient prêts à se lancer dans l'espoir de créer un effet domino en Iran, mais cela ne s'est pas produit malheureusement. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer que, vous savez, ces pressions militaires et économiques sur le régime iranien l'affaibliront. Jusqu'au point où, un jour, nous verrons, vous savez, les Iraniens descendre massivement dans les rues et finalement organiser un coup d'État contre ce régime et le remplacer. Je ne vois pas d'autre alternative. Je ne vois aucun autre moyen de se débarrasser de ce régime pour l'instant. Donc il faut intensifier la pression militaire. C'est la seule solution. La pression économique doit également être intensifiée et il ne faut pas, vous savez, envoyer des messages contradictoires. Un jour, vous voulez signer un accord avec eux, puis vous ne voulez plus signer d'accord avec eux. Ensuite, vous dites que l'accord est nul et non avenu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez être cohérent lorsque vous traitez avec ces terroristes, avec ces djihadistes, car c'est la seule façon de gagner la confiance du peuple iranien et des autres peuples du Moyen-Orient qui s'opposent au régime iranien et à ses relais. Voilà, cohérence, détermination, Clarté, clarté, détermination et patience stratégique. absolument. C'est le Moyen-Orient d'aujourd'hui. C'est la stratégie qui doit être adoptée face à la République islamique. C'est ce que le Moyen-Orient, la majorité arabo-musulmane du Moyen-Orient, comprend. Et je pense qu'Israël le comprend aussi beaucoup mieux. Je veux dire, Israël mène cette guerre sans fin, malgré les personnes qui s'opposent au Premier ministre et à Israël dans cette guerre. Mais c'est comme ça qu'on survit et qu'on prospère dans cette région où la guerre sans fin est la norme, pas l'exception. Eh bien, Khalid Aboutameh, notre temps est écoulé pour ce merveilleux épisode de Our Middle East Al-Shaq Al-Awsat Lana et j'ai hâte de faire le prochain dès que possible. Merci Dan, merci.